maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet ce soir. Alors c'est vrai qu'on a souhaité revenir un petit peu sur cette thématique parce que c'est vrai que l'année 2011 aura été une ère de changement avec des troubles sociaux, politiques, économiques un petit peu partout dans le monde. Et donc, en effet, on a vu les mouvements de l'indignation internationale, donc le mouvement des indignés avec Occupy Wall Street, etc., qui se sont levés donc, pour dénoncer un système financier inique, injuste. Et puis du côté du monde arabe, il s'est agi de faire tomber, de dénoncer un système politique corrompu. Et puis, du côté de l'Europe, on a Herman Van Rompuy, président du Conseil de l'Europe dernièrement, qui dit que l'UE a un rôle important à jouer et que là, on est dans une transition historique et que le véritable défi aujourd'hui de l'Union européenne, c'est la crise de la dette et les transitions dans le monde arabe. Alors, il nous a semblé ce soir important de convoquer 3 orateurs qui vont nous apporter leur expérience, leur expertise de terrain et puis aussi leur analyse sur toutes ces questions pour voir quelles vont être les conséquences et puis les résonances au niveau planétaire et dans le futur de ces soulèvements, de ce tsunami politique et économique qui est en train de se dérouler là sous nos yeux. Et donc, pour ce qui concerne la première partie de la soirée, je vais donc céder la parole à Sohail Chicha qui va un petit peu évoquer un petit peu toutes ces mutations géopolitiques et géostratégiques, puisqu'effectivement, on voit bien que le centre de gravité qui était plutôt du côté de l'Europe, des États-Unis, est en train de se déplacer. Et donc, on aimerait bien, Sohail, que vous nous livriez votre analyse au regard de ces mutations. Quelles vont être, selon vous, les conséquences finalement de tout ce qui est en train de se passer? Sohail, je rappelle que vous êtes professeur en économie politique à l'Université de Lyon et chercheur en économie de la discrimination et en théorie du capital à l'ULB. Merci Sohail d'être avec nous ce soir et vous avez 15 minutes. Merci. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être ici. D'une part parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Nous n'aurions pas pu avoir cette rencontre à l'ULB. Tarek, par le passé, il a été censuré, je l'ai été également. Je lui dois, et il l'apprendra sans doute, une partie de mes recherches, puisqu'à l'époque j'étais étudiant et je l'avais invité à débattre, ce qu'il avait accepté. Et 24 heures plus tard, je me suis retrouvé interpellé par le président du conseil d'administration et le recteur de l'ULB, fax en main d'une sénatrice, Anne-Marie Lézin, qui disait « Comment osez-vous inviter un assassin aux mains pleines de sang ?» Quand on est étudiant, ça marque. 20 ans ont passé. Je ne pense pas que Tarek soit le bienvenu à l'ULB. J'ai moi-même, par ailleurs, un certain nombre de difficultés. Et donc, ce qui est intéressant ici de dire, avant que j'entre dans le vif du sujet, c'est que nous ne sommes pas censurés pour ce que nous disons, nous sommes censurés pour ce que nous sommes et la manière dont nous le disons. Alors, j'entame. Je rentre dans le vif du sujet. Je vais, puisque j'ai la chance de parler à un auditoire qui n'est pas universitaire, faire appel à votre intuition et à votre imagination, c'est-à-dire que je vais privilégier l'intuition au formalisme et aux mots très très compliqués qui ne servent pas à grand-chose. Mais avant de commencer à parler de tout ça, quelques petits concepts pour qu'on puisse se comprendre. Alors, quand on parle d'économie, on imagine un peu directement qu'on parle d'argent, de richesse, de biens qui circulent. En réalité, quand on parle d'économie, on parle d'abord d'idéologie, on parle d'abord de domination, on parle d'abord de rapport de force. Je pourrais vous soutenir que l'économie dominante, que je vais par la suite appeler monétisme, est une religion, mais je n'ai pas le temps de développer. Je vais simplement faire l'hypothèse que ça fonctionne comme une religion. Alors, mais quelle est cette religion, le monothéisme? Donc, on parle bien de monéthéisme. Quelle est cette manière de concevoir le monde qui est celle dominante aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est un peu la fiction que tout ce qui régit la vie humaine et la nature est régi par un marché, avec une main invisible, qui fait coordonner ou rendre harmonieux les égoïsmes de chacun. Donc nous sommes
Notre civilisation est la seule dans l'histoire humaine à faire du profit le mobile premier de l'activité économique. Et nous sommes également la seule civilisation à faire du travail, c'est-à-dire de la nature humaine, de la nature tout court et de la monnaie une marchandise. Alors je vous rappelle, une marchandise, c'est quelque chose qui est produit pour être vendu. Hein, c'est quand on dit il faut savoir se vendre, il y a une violence terrible là-dedans derrière. Premier concept. Le second concept, c'est, vous le savez sans doute très bien, vous pouvez l'observer, nous vivons dans une humanité monde, dans un système monde. Ce qui se passe en Iran, au Koweït ou au Congo interagit avec ce qui se passe à Bruxelles et vice-versa. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Hein. Déjà au XVIe siècle, Charles Quint pouvait dire que le soleil ne se couchait jamais sur son royaume. Donc, jusque-là, rien de neuf. Et maintenant, ce qu'on va essayer de poser d'abord comme question, comme Malika l'a dit, nous avons un système qui est en crise et qui, en même temps, voit se développer le centre de son pouvoir. Hein, vous savez que dire qu'un système, que le monde fait système, ça veut dire qu'il est traversé de lignes de force, de rapports de pouvoir, entre des pays, entre des régions, mais aussi entre des groupes sociaux à l'intérieur des espaces politiques. Une petite rétrospective. Alors, cette manière de concevoir la vie, le monde, donc cette religion qui est le monothéisme, qui est un intégrisme en plus, parce que, évidemment, une religion est respectable tant qu'elle se vit comme religion. Hein, quand une religion se vit comme une vérité ou un ordre naturel, c'est là où on peut parler d'intégrisme. Connaît 4 grandes crises. Alors, quand on parle de crise, on ne parle pas de petits problèmes. Quand on parle d'une crise, c'est lorsque le système doit se réorganiser pour dépasser son dysfonctionnement. Hein, c'est pas comme lorsque vous avez un rhume, vous tuez quelques microbes et vous n'avez plus de rhume. Ici, à chaque fois que le système a une crise, il se recrée, si vous voulez. Alors, il en connaît 4. Alors, je vais rapidement les évoquer pour rappeler les effets que les crises ont sur les pays, les périphériques. Donc, il y a le centre du pouvoir et puis il y a les pays ou les groupes sociaux qui sont dominés ou qui subissent ou qui résistent à ce pouvoir. Alors la première crise a lieu aux alentours quelque part de 1870. C'est une crise que les économistes appellent de suraccumulation. C'est l'une des 2 grandes crises de notre civilisation. Hein. Ce sont des crises où on produit trop. Alors expliquer à un enfant qu'une société est en crise parce qu'elle ne produit pas assez de blé, c'est très facile. Mais expliquer à un enfant que l'on est en crise parce qu'on produit trop de blé, et c'est exactement ce qui nous arrive, on produit trop, c'est déjà beaucoup plus tortueux. La réponse à cette crise qui a lieu au cœur de l'Empire qui est à l'époque britannique, hein, avant la seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique est un des empires les plus étendus que l'histoire humaine ait connu, va être dépassée grâce à la colonisation. Hein, c'est l'époque... la colonisation dans toute sa splendeur et qui va permettre au système de se débourber, non seulement en ayant des marchés dans lesquels il va pouvoir exporter ce qu'il vend de trop, mais surtout en faisant marcher la machine économique. C'est l'État qui va être le premier acteur colonial. Hein. Par exemple, si on prend le cas de la Belgique, c'est l'État belge qui va avoir une des actions la plus barbare de ces 2 derniers siècles, puisqu'elle choque même les contemporains. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fait système et qui à l'époque ne choquait pas déjà, ça choquait déjà à l'époque. La deuxième grande crise, c'est celle des années 30, je vais très vite, excusez-moi, c'est celle des années 30, d'où va surgir deux phénomènes essentiels du XXe siècle, la fascisation de l'Europe, qui est une tentative pour les États de recontrôler cette économie qui leur échappe, et les luttes décoloniales. Donc, première crise, l'Empire étend ses ramifications. Seconde crise, il se rétracte. Il y a des mouvements de décolonisation, politique s'entend. Hein, ces pays, s'ils sont décolonisés politiquement, ne le sont ni culturellement ni économiquement. La troisième crise, c'est celle des années 70. La réponse qui est apportée, en plus de la dette, dont je ne parlerai pas, puisque Samir reviendra dessus, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Mais cette mondialisation, ce n'est pas ce qu'on vous vend à la télévision. Ça ne veut pas dire que les frontières s'effacent et que les gens peuvent voyager. Ça existe depuis des siècles. Ce qui se passe avec la mondialisation, c'est la délocalisation. C'est la guerre
aux économies que l'Occident ne maîtrise pas, c'est faire sauter les frontières, c'est faire sauter les activités traditionnelles pour pouvoir générer du profit. La quatrième crise, c'est celle que nous traversons, qui est une crise financière comme celle des années 30, avec, pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, pour la première fois dans l'histoire du capital, le centre de gravité n'est plus blanc. Il se déplace vers l'Asie, comme Malika l'a rappelé. Alors, voici les différentes pièces du puzzle. Je vais maintenant arriver à ma thèse plus directement. Alors, relation entre le monde arabe et l'Union européenne. Alors, première question, que signifie le monde arabe? Et je vais réduire le monde arabe, puisque je n'ai pas le temps d'aller trop loin dans l'analyse, au pourtour méditerranéen, hein, donc ce que les Européens appellent le partenariat méditerranéen. Donc en gros, c'est le Maghreb jusque la Syrie, la Jordanie également. Alors, est-ce que ces pays comptent pour l'Europe? Absolument pas. Ce n'est même pas 1 petit ou 2% des échanges du commerce international de l'Europe. Inversement, est-ce que l'Europe compte pour ces pays? Oui, terriblement. Hein, si on considère un pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce sont des pays qui dépendent de manière capitale, étant donné leur organisation économique actuelle de l'Europe. L'ensemble de ces pays importent de l'Europe, à l'exception de l'Algérie, et vous l'aurez compris, elle exporte du pétrole. Dit autrement, vous voyez que ce sont des pays qui ont connu une décolonisation politique, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est plus le colon qui administre le pays, mais au niveau de la structure économique, pas grand-chose n'a changé depuis l'époque coloniale. Et au niveau culturel, quelque chose est en train de changer. Et j'y arrive, je vous ai montré, en tout cas esquissé ce qui se passe dans le monde occidental. Que se passe-t-il dans le monde arabe actuellement? Alors, bon, la crise du centre entraîne bien entendu un appauvrissement, mais je laisse Samir développer le sujet du monde arabe, mais il y a quelque chose de bien plus fondamental qui est en train de se passer dans le monde arabe, c'est l'émergence de la conscience individuelle, c'est l'émergence de l'individu, c'est l'émergence d'une société basée sur l'individu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ou comment ça s'exprime? Ça s'exprime d'abord par la scolarisation des hommes. Alors lorsque vous avez la première génération de jeunes hommes, 19-24 ans, qui sont majoritairement scolarisés, et donc plus scolarisés que leurs aînés, ce sont des périodes de troubles sociaux, de conflits sociaux. Ça a été le cas pour la Révolution française, la Révolution anglaise, pour la Révolution russe de 17. Deuxième changement bien plus capital, c'est la scolarisation des femmes et la disparition de la polygamie. Donc les femmes sont de plus en plus majoritairement scolarisées. Je précise tout de suite, oula, je vais alors un petit peu accélérer. Donc, bon bref, il y a toute une série de mentalités, de changements dans les mentalités qui sont des changements démographiques profonds qui se jouent actuellement. Donc la scolarisation, avec l'importance de la scolarisation des femmes, non seulement pour leur propre éducation, mais pour la société, puisqu'elles éduquent les enfants. C'est la disparition de la polygamie, c'est la transition démographique. Hein, pensez à l'Iran, à l'époque du Shah, c'est à peu près 6 à 7 enfants par femme. Sous Khomeini, ça passe à moins de 2 enfants par femme. C'est également la fin de ce qu'on appelle l'endogamie patrilinéaire. Donc, vous savez que le mariage type chez les Arabes, ce sont 2 frères qui unissent leurs enfants. Alors c'est à la fois, on pourrait dire, oui c'est très bien l'individu, ça a du bon et du mauvais. C'est aussi un système, quand on participe d'un clan, c'est aussi un système très protecteur. Donc, vous avez donc l'apparition de l'individu, d'un individu qui est de plus en plus scolarisé. Que fait-il cet individu? Il cherche simplement à se décoloniser culturellement, c'est-à-dire qu'il cherche à dépasser la rupture coloniale, il cherche à puiser, à penser sa modernité, non pas chez Marx ou chez Pascal, comme dirait Ghenouchi, mais dans son histoire, dans sa religion, dans ses mythes, dans ses valeurs. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, ce n'est pas une victoire des islamistes, comme le dit la presse, c'est une islamisation du champ politique, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs politiques, quel que soit leur projet politique, qu'ils s'inscrivent dans la rupture des autocraties, comme par exemple Cheikh Yassine au Maroc, ou qu'ils jouent la dialectique de la participation avec le PJD au Maroc, ou qu'ils choisissent l'action violente,
le discours politique s'ancre dans la religion. Il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir parce qu'on ne peut pas demander aux peuples arabes de penser leur modernité avec une histoire qui n'est pas la leur. Combien de temps il me reste? Alors, 2 minutes, je conclus. Ce qui se joue, désolé pour la vitesse de l'exposé et les raccourcis que je prends, ce qui se joue entre le monde arabe et l'Union européenne a été défini dans les grandes lignes à la conférence de Barcelone en 1995, et c'est l'idée que le monde arabe, donc j'exclus les pétromonarchies, hein. Donc j'exclus les pétromonarchies qui sont des pays sous-développés, vous devez savoir, donc le développement économique, c'est pas juste de la richesse ou de la pauvreté, avec justement l'apparition aussi de dragons arabes comme Dubaï par exemple, mais je ne développe pas. L'idée c'est que autour du marché, hein, dans la communion sacro-sainte du commerce, pouvait surgir de cette entente cordiale la paix et le développement. S'il n'y avait pas eu la crise, il était prévu pour le Maroc 2012 de devenir un appendice du marché européen. Il n'y a rien de plus, comme situation de plus coloniale à l'heure où la dynamique est à la régionalisation, où vous avez de grands ensembles économiques qui se dessinent. Nous avons encore un Maghreb qui se dispute sur des questions de frontières. Vous avez toute une série de pays arabes qui n'ont pratiquement, à l'exception de la Turquie qui n'est pas un pays arabe mais qui est qu'on va inclure dans l'analyse, des pays qui n'ont pratiquement aucune relation économique entre elles et qui essayent de s'inscrire comme satellites de l'Union européenne. C'est à mon sens, c'est la relation coloniale qui perdure. Je pense qu'il n'y a pas de développement ou d'entrée dans la modernité pour les pays arabes, à moins d'une décolonisation politique, elle a eu lieu, d'une décolonisation culturelle, elle a lieu avec la réconciliation avec l'islam, et reste à venir, c'est la décolonisation économique. Merci. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps de parole. Voilà, je vais vite passer la parole donc, à Samir Abi. Samir qui est économiste de formation, qui est secrétaire général d'Attac Togo et membre du réseau international du CADTM en Belgique. Alors si tu pouvais nous dire 30 secondes ce qu'est le CADTM. Samir, tu as beaucoup travaillé sur la question de la crise de la dette au niveau international, et tu dis qu'en fait il y a un dénominateur commun finalement entre les soulèvements populaires dans le monde arabe et ce qui est en train de se passer ici en Occident, c'est justement cette crise de la dette. Alors est-ce que tu peux, et puis tu dis aussi qu'il y a un lien inextricable entre la crise de la dette et les soulèvements populaires qui sont en train de s'opérer dans le monde arabe, est-ce que tu peux nous donner donc une analyse? Et puis est-ce que tu peux aussi, à partir de ton expérience de terrain, nous dire s'il y a effectivement des propositions alternatives basées sur une éthique, justement pour libérer les peuples de l'oppression à partir de ton expérience de terrain. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'être présents aussi ici. C'est intéressant d'avoir une salle aussi bondée et c'est très marquant. Je remercie aussi European Muslim Network parce que c'est pas habituel d'inviter des frères musulmans d'Afrique venir parler à des frères musulmans d'Europe. C'est un honneur. Je suis Samir Abi, comme il a dit, je travaille en Afrique, je travaille au Togo pour une association qu'on appelle ATAC au Togo. Peut-être ceux qui sont dans cette salle connaissent un peu le mouvement intermondialiste et le mouvement ATAC. Et mon organisation est partie d'un réseau international qu'on appelle le CADTM, le Comité pour l'élimination de la dette du tiers-monde, dont le siège se trouve à Liège en Belgique ici, et dont je coordonne la partie africaine. Le CADTM est présent dans 14 pays d'Afrique, donc je coordonne toute la partie africaine et je suis les questions de dette dans la plupart des pays africains, et notamment les pays du Maghreb, essentiellement, Maghreb francophone, je dirais, essentiellement, puisqu'on s'étend de plus en plus maintenant, et Maghreb francophone, je vais dire, essentiellement le Maroc et la Tunisie, pas encore trop l'Algérie, parce que c'est difficile de s'implanter en Algérie, vous connaissez tous l'Algérie autant bien que moi. Et maintenant, si on est en train de développer des réseaux CADTM en Égypte, de plus en plus depuis depuis le départ de ce Moubarak. Alors, je vais centrer. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour intervenir devant
mes frères d'Europe. Alors je me suis dit, bon, pour faire simple, je vais me tenir juste à l'actualité de la semaine. Ouais, on va faire genre TV, journal, parce que tout le monde s'intéresse au journal. Parce que cette semaine a été riche en actualité, en activité aussi au niveau international, surtout au niveau économique. Vous avez peut-être tous suivi le forum économique de Davos, qui est actuellement en cours jusqu'au dimanche, qui a commencé le mercredi à Davos. Tout le monde a entendu parler du forum économique de Davos ici, je suppose. Combien de personnes ont déjà entendu parler du forum économique de Davos? Ok, d'accord. Bon, je ne fais pas les statistiques, hein, c'est un sondage qui démontre à quel point, justement, cette actualité très importante du monde est passée inaperçue souvent dans nos regards. Le forum économique de Davos, c'est des entreprises, les plus grosses entreprises du monde, 1500 000 entreprises du monde entier, les plus gros gouvernements du monde, les institutions internationales, surtout de la finance, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, qui vont tous se retrouver dans les montagnes suisses, à Davos, pour discuter de comment gérer le monde pour cette année. Qu'est-ce qu'il faut mettre au point pour pouvoir mieux s'enrichir, mieux augmenter notre croissance pour le restant de l'année. Il faut remarquer que dans le monde a suivi différentes évolutions. Il a parlé des évolutions économiques, mais aussi au niveau géopolitique. Au niveau politique en général, le monde a suivi des évolutions très marquantes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, surtout depuis la naissance du multilatéralisme, depuis la naissance des Nations Unies. Alors, au niveau économique aussi, il y a eu des institutions qui ont été créées pour pouvoir mieux gérer le monde économiquement de façon multilatérale, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et aussi, il y a eu après l'Organisation mondiale du commerce qui naît d'un certain processus de GATT, des accords de négociation, d'échange. Mais il faut remarquer qu'aussi, qui tient l'argent tient tout dans le monde actuellement, il faut le comprendre. C'est l'argent qui est le nerf de tout actuellement dans le monde. Et le pouvoir politique, le pouvoir de domination, c'est à évoluer en fait des sphères militaires au niveau colonial vers les sphères financières. Donc, ceux qui ont réellement le pouvoir actuellement dans ce monde, c'est ceux qui ont assez d'entreprises et ceux qui ont assez d'argent dans leur compte bancaire, ou bien ceux qui peuvent se prévaloir de leur compte au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et le Forum économique mondial de Davos, c'est l'endroit où tout se joue, où tout se décide. Et ce forum économique impose la façon de faire aux institutions qui vont se retrouver, aux pays qui vont se retrouver après dans le G8 et dans le G20, dont vous entendez sûrement parler aussi. Alors, ce forum a lieu chaque année. Et chaque année, décide de normes qui n'arrangent que l'économie, qui n'arrangent que la finance et non pas les peuples. Et pour cela, il y a des peuples qui se sont toujours révoltés contre ce forum économique de Davos. Parce que ça ne représente pas leurs valeurs, ça ne représente pas leurs demandes. Enrichir les banquiers, enrichir les entreprises, ce n'est pas enrichir les peuples, et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est ça qui est en processus actuellement qui émane de cette rencontre. Alors, quel est le lien justement de ce forum économique de Davos et le thème du jour? Forum économique de Davos, essentiellement, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, et c'est quelques entreprises d'Inde, de Chine, du Brésil de plus en plus qui sont invitées. La plupart des pays du Sud sont mis en écart de cela, mais ils vivent les conséquences de ces économies parce que le monde est mondialisé, comme il a dit. Le monde est devenu un grand marché commun, avec le lien de la mondialisation. Pour s'enrichir, ces entreprises vont où pour s'enrichir? Ils s'enrichissent au Sud. Et cette année, au Forum mondial de Davos, l'Afrique était en honneur le jeudi passé. Et les présidents africains qui étaient là, même le Premier ministre marocain, le Premier ministre tunisien, le Premier ministre marocain fait une intervention, je pense, hier, il a fait une intervention qui était très appréciée, entre autres, et le Premier ministre tunisien devait parler aujourd'hui. Pourquoi ces présidents et ces premiers ministres vont faire des interventions pour attirer les investisseurs? Parce qu'ils sont convaincus que c'est ces investisseurs qui vont amener le développement dans leur pays. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils attirent les investisseurs. Vous savez, tout au long de l'époque Ben Ali a toujours fait la politique de l'étranger, en attirant les investisseurs. Mais cela n'a pas fait évoluer la situation du peuple tunisien. Parce qu'un investisseur étranger, quand il arrive dans son pays, dans un pays, qu'est-ce qu'il cherche? C'est le profit. C'est avoir le maximum d'argent pour amener dans son pays d'origine. Et il faut remarquer qu'en Afrique, le constat est qu'on a seulement 1% de l'investissement mondial qui vient en Afrique. Même l'Afrique a un taux de croissance en mieux de 5%.
5 à 8%, parce que ça n'est pas ici, c'était 7%, 5 à 8% chaque fois. Ça veut dire que tu viens en Afrique, tu investis 1 euro en Afrique, tu es sûr de gagner, tu investis, je dis 100 euros, tu gagnes qu'à 100 euros à la fin de l'année. Tu investis 100 euros en Afrique, tu gagnes qu'à 100 euros. Qui ne peut pas venir investir en Afrique pour ça alors? Ils viendront bien, on n'a même pas besoin de faire du marketing sur l'Afrique, essentiellement sur ça. Et pourquoi en fait on a des taux de rentabilité pareils en Afrique? Parce qu'en Afrique, on vient puiser des ressources, des matières premières qu'on doit vendre partout. Et tout le monde a besoin de ces matières premières pour pouvoir se développer. Et pire encore, en Afrique, on a imposé un certain nombre de responsables, de dirigeants, pour pouvoir maintenir en oppression des peuples qu'on va exploiter, qu'on va payer très moins cher. Vous savez, le cas de la Tunisie, où la plupart des personnes recevaient à la fin du mois 150 euros malgré le haut niveau de formation qu'ils avaient. 150 euros par mois pour pouvoir survivre. Ce qui crée une crise endémique. Et le Forum économique de Davos, au lieu de critiquer justement cette norme qui fait que des gens sont sous-payés, des pays sont exploités, des dirigeants oppressent, non, ça les arrange. Sans oppression, on ne peut pas avoir de rentabilité. Et tous ces pays, tous ces entreprises, je veux dire, ils adorent la stabilité, parce que la stabilité, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de grève. C'est ça la stabilité. Donc on peut s'enrichir dans la stabilité, mais avec les conflits, avec des grèves, on ne peut pas s'enrichir. Et pour avoir la stabilité, il faut des dictateurs, il faut l'oppression. Et c'est ça qui a conduit justement à une paupérisation accrue dans le Maghreb ces dernières années. Sous Ben Ali, aussi bien au Maroc, sous le régime marocain. Et tous ces régimes ont tenu fermement à défendre l'intérêt des entreprises parce qu'ils avaient aussi leur gain dans ces entreprises-là. Ils avaient des parts d'action dans ces entreprises. Et non seulement dans les entreprises qui s'installaient, ils avaient des parts d'action aussi dans les emprunts, dans les dettes qui ont été contractées pour leur pays. Alors comment le système se passe? Vous savez que quand une entreprise vient s'installer, il lui faut pas mal de structures. Il lui faut pas mal d'infrastructures aussi. Il lui faut des routes. Il lui faut des chemins de fer pour pouvoir développer pour pouvoir faire évacuer ses productions. Il lui faut aussi tout un système bancaire, pas mal de choses, de télécommunications et autres. Les États n'ayant pas d'argent, ils vont passer de l'argent. Ils vont porter de l'argent au niveau de la Banque mondiale, au niveau du Fonds monétaire international. Ces banques sont des banques usuriers. Ils prêtent de l'argent à des taux très faibles, entre autres entre amis. Ils conditionnent aussi, bon, ils peuvent garantir des emprunts au niveau des banques privées, qui eux font des taux très grands, mais ces emprunts bancaires, on ne les donne pas aux entreprises pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, on leur donne à des entreprises européennes. Vous imaginez la Tunisie qui va à la Banque mondiale dit j'ai besoin de l'argent pour construire, vous avez en Tunisie le réseau de tramway. Pour construire le réseau de tramway, même actuellement, je donne le cas du Maroc. Le Maroc veut construire une ligne de TGV qui quitte Tanger pour venir à Casablanca. Pour construire cette ligne de TGV, le Maroc va voir tous ses amis en griffe, la France, l'Espagne, va voir la Banque mondiale. La Banque mondiale décide de faire un prêt, la France décide de faire un prêt très concessionnel au Maroc, à condition bien sûr que ce soit Alstom qui construit cette ligne de chemin de fer. Ça veut dire que l'argent ne va pratiquement pas quitter la France. Mais c'est le peuple marocain, et il y a 20 ans, bien sûr, justement, imaginez, le Maroc a prêté 4 milliards d'euros pour construire cette ligne de chemin de TGV entre Tanger et Marrakech, avec 20 ans sans payer, 20 ans d'exonération de paiement, et après 20 ans, on va commencer à payer avec des taux d'intérêt qui vont jouer sur ça, mais en sachant que le régime, d'ici 20 ans, peut-être qu'il va mourir, il ne sait pas, il va profiter bien de la situation, aussi parce qu'il y a des bakshish dans tous ces contrats de projets et autres, et qui vont payer, c'est les générations qui vont suivre. Donc les générations actuelles sont en train de subir les effets des dettes passées, qu'avait déjà entraîné Hassan II, avait déjà entraîné Bourguiba, les premières années du régime Ben Ali et autres. Et ces générations sont en train de souffrir de cela, sont en train de souffrir aussi des accords économiques très désavantageux que leurs pays ont signés avec des entreprises en Europe, avec le marché européen, qui fait qu'avec toute cette souffrance, avec toutes ces dettes qu'ils accumulent, et tout cet argent qui part toujours à l'étranger, en termes de rente, en termes de bénéfices des entreprises, mais aussi en termes de paiement de la dette, des dettes passées, cette jeunesse n'a plus qu'un seul choix. Cette jeunesse a le choix de s'éclater pour demander un changement. Quel est le lien avec l'Europe? On me demande de conclure. En fait, le lien est très important avec l'Europe parce que maintenant, on ne vous parle que de dette en Europe.
On vous parle que de dette. Mais d'où vient la dette européenne? La dette européenne vient de quoi? De la faillite des banques. Je prends juste un cas tout simple, le cas de la Belgique. Vous savez qu'en 2008, les banques belges, Fortis, Dessia, KBC et tout ça, ils étaient en faillite. Et pour les sauver, l'État belge a investi combien? 20 milliards pour sauver ces banques. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Cette année, l'année passée, il y avait Dessia qui était en quasi-faillite. Mais je ne sais pas sûr comment Dessia fonctionne. Dessia, c'est une banque spéculative, ça fonctionne comme un fonds spéculatif en outrance, avec des investissements partout, en Israël et autres, on n'en parle pas. Et cette banque-là est en faillite. L'État belge est obligé, pour pouvoir sauver Dessia, de garantir combien? 54 milliards de votre argent. Et comment ça se passe? L'État belge garantit 50 milliards pour que Dessia ne continue pas à fonctionner en ne pensant même pas par le Parlement belge. Il s'accorde des pouvoirs spéciaux pour donner 54 milliards à Dessia. Au même moment, à la fin de l'année passée, les actionnaires de Dessia ont toujours leurs dividendes. Et ce n'est pas fini. Nous avons aussi les fonctionnaires de Dessia, ceux qui travaillent toujours sur les marchés financiers, qui ont bien sûr à la fin de leur année leur paiement. 27 000 à 45 000 euros ont été donnés à la fin de l'année 2011 aux traders à Dessia. Et les 54 milliards qui vont les payer, c'est le peuple belge. Et 54 milliards, ça représente 200 fois l'économie que la Belgique veut faire cette année sur la SNCB. Parce que d'ici la fin décembre 2012, la SNCB va supprimer 170 trains en 2000. 54 milliards, ça représente 26 fois l'économie que la Belgique veut faire cette année sur les dépenses de santé. Et ces 54 milliards ont été empruntés sans concerter le peuple belge. Et c'est le peuple belge qui va payer cela. Et cela conduit les peuples à toujours être en mobilisation. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé au Portugal. C'est pour ça que vous entendez toujours parler de ces populations qui sont en mouvement pour pouvoir revendiquer un changement de vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Le lien, c'est que peut-être bientôt en Europe, on va entendre de plus en plus parler de ce qui s'est passé en Maghreb, au Machrek. Mais j'espère que vous pouvez l'éviter dès maintenant en vous élevant contre cela. Je vous remercie. Merci Camille. Je vous donne maintenant donner la parole à Tariq, et je vous rappelle président de European Muslim Network. Alors Tariq, évidemment, tu vas revenir un petit peu sur les récents événements. Il serait intéressant que tu puisses mettre le focus sur la victoire des partis dits islamistes, ou je devrais plutôt parler de politisation d'islamisation des champs politiques, pardon. Et donc on a vu la victoire de ces partis dits islamistes, alors une victoire qui était peut-être aussi inévitable d'une certaine manière après des années de répression, d'oppression. Puis on a vu dans les débats que les gens étaient particulièrement préoccupés par le lien entre l'islam et la politique, hein, entre la question religieuse, la sphère publique et le politique. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie, etc. Donc on a eu énormément de débats autour de ces questions. Puis on se rend compte que les défis vont être multiples pour ces partis qui sont arrivés au gouvernement. La tâche va être ardu, il va falloir définir des nouveaux cadres politiques, définir de nouvelles constitutions. Alors est-ce que le défi à relever ne va pas être celui justement de voir si, et puis c'est sur ce champ-là je crois qu'on les attend, de pouvoir développer une vision politique, économique à partir d'un référentiel religieux. Merci, il est 8h01, tu as jusqu'à 20h15, donc tu as 14 minutes, pas une de plus. On est gentil ce soir. Merci. Je voulais d'abord remercier European Muslim Network, Malika, Sarah pour le travail qu'elles font à partir de la Belgique, avec aussi Magid qui est là et d'autres pour faire en sorte que nous puissions nous rencontrer chaque fois dans un cadre de débat avec des personnes qui viennent et avec vous également présents ce soir. Je ne vais pas refaire, parce qu'en 15 minutes, ce serait absolument impossible de répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées. J'essaye de le faire dans le livre, cela étant,
en mettant en évidence un certain nombre de défis, mais moi j'aimerais, en fait, en miroir de ce que l'on vient d'entendre, parce que autant il y a une donnée économique, autant il y a effectivement aujourd'hui un ordre général qui est injuste, un ordre économique qui simplement ne touche pas aujourd'hui l'Afrique, il ne touche pas simplement l'Asie, il touche aujourd'hui clairement les sociétés occidentales et ceux qui sont les mouvements de contestation qu'on a pu voir aux États-Unis ou qu'on a pu voir en Europe, ils mettent en évidence le fait que l'Europe aujourd'hui est en train de traverser une crise profonde, mais l'Occident en général, de déficit démocratique. Ce qui vient d'être dit et qui est important, c'est-à-dire des décisions sont prises par des technocrates qui sont plus du tout mandatés démocratiquement à prendre des décisions qu'ils prennent pour une société en entier, voire un État qui va aller dans ce sens-là et qui va décider pour des milliards de pouvoir tenir des banques, aider des banques qui, très très étonnamment, à la fin de l'année, continuent à faire des déficits quand l'État continue à s'endetter davantage. Certaines banques sont tombées, mais d'autres, comme par exemple aux États-Unis, on a vu que dans le processus de refoulement, ils ont réussi non seulement à sortir la tête de l'eau, mais à continuer à faire des bénéfices. Alors tout ceci, c'est intéressant et il faut le faire, c'est une critique qu'il faut faire. Et pourtant, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, pendant les 10 prochaines minutes, c'est de faire la critique en miroir. C'est de dire aujourd'hui, tout cela c'est vrai, tout cela est important, et on voit aujourd'hui, et des gens sont très optimistes en disant, voilà, les peuples du Sud, et Dieu sait si certains n'ont pas compris quand je disais il faut être prudemment optimiste par rapport à ce qui se passe et en Tunisie, et en Égypte, et dans tout le monde arabe. Je disais, soyez prudemment optimistes parce qu'on ne sait pas où tout cela va nous mener. Certains ont compris que j'étais dans la critique où je ne reconnaissais pas la valeur de la force populaire et parfois ils entendent émotivement ce que j'essaye de dire rationnellement ou raisonnablement. C'est toujours difficile quand vous essayez d'être raisonnable, d'être entendu émotionnellement. Parce que vous êtes toujours un fauteur de troubles, en fait, vous êtes toujours un rabat-joie. On vous dit, oui, mais bon, alors, quoi? Il n'y a plus rien à espérer. Non, il faut espérer prudemment. Il faut espérer raisonnablement. Il faut espérer avec nos consciences historiques. Savoir que trop souvent, nos espoirs ont été trompés. Trop souvent, on nous a fait rêver et au gré de nos rêves, on nous a désorientés. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder tout ça et de dire, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire, au moment où on regarde l'ordre économique international, où on regarde ce qui est en train de se passer, de faire en miroir la vraie critique intérieure, la vraie critique aujourd'hui de ce que c'est, ce que j'appelle aujourd'hui la crise de la conscience musulmane contemporaine. C'est une vraie crise. Et autant il y a une crise dans l'ordre économique, autant il y a une crise aujourd'hui de confiance dans le projet occidental, autant le moins qu'on puisse dire, au-delà de l'énergie populaire qui nous dit qu'on est en train de se défaire de dictateurs, il faut regarder un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur et se dire, est-ce que nous avons les moyens de nos espoirs? Parce que le pire, c'est pas d'entretenir un espoir. Entretenir des espoirs, c'est bien beau, mais c'est de se donner les moyens de ces espoirs. Parce que, à force d'espérer sans moyens, on finit par désespérer de ne jamais avoir eu les moyens de ces espoirs. Ben oui, mais ça c'est vrai, c'est vraiment, ça peut être une chute très douloureuse finalement, ce qui pourrait se passer après. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est simplement de faire ceci et d'essayer d'étudier. Premier élément, si vous êtes aujourd'hui, vous traversez l'Afrique du Nord, l'Afrique elle-même, les sociétés majoritairement musulmanes, et vous traversez les communautés musulmanes d'Occident. Et quand on entend tout ceci, on se dit qu'on est forcément de cœur et d'intelligence avec la critique d'un système qui tue tous les jours des centaines de milliers de personnes eu égard à un ordre économique injuste et qu'on aimerait que ce système soit réformé. Et que si nous avons des références, qu'elles soient juives, chrétiennes, bouddhistes, hindoues ou même athées, une conscience éthique, on se dit c'est pas possible d'être d'accord avec ce monde. Ce monde est profondément injuste et il tue dans le silence, et loin. Ce que me disait d'ailleurs un ami africain
burkinabé qui me disait le terrorisme qu'est l'ordre économique international qui tue des innocents sans armes et sans médias. Mais qui tue de la même façon et qui tue encore plus violemment, qui tue dans la souffrance quotidienne, et une souffrance qui va jusqu'à la possibilité d'avoir la survie. Quand parfois vous voyez des images et que vous voyez ce que l'on fait subir à des peuples aujourd'hui, africains, à des peuples d'Asie qui sont dans, je veux dire, ce qu'on a vu comme image au Niger par exemple, quand il y a eu la famine récemment, on est au XXIe siècle, on est dans un ordre du monde qui pourrait donner de la nourriture à tout le monde, et on voit ça, on voit aujourd'hui des êtres qui meurent de faim, et ça veut dire avec toute l'horreur que ça peut être exprimé, on est de cœur et d'intelligence et d'éthique contre ce système. Et maintenant vous en venez à ce qui se passe dans le monde arabe, dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'elles soient africaines, nord-africaines ou asiatiques. Un des premiers éléments, une des premières caractéristiques de la crise de la conscience des pays du Sud, dans le Sud global, comme on l'appelle, et qui constitue et qui caractérise aujourd'hui la majorité de la conscience musulmane contemporaine, c'est une chose qui est assez claire, c'est cette obsession d'être dominé. C'est-à-dire que nous sommes dominés, il y a des dominants, et on entretient ce complexe du dominé. Et le complexe du dominé, il se voit au moment même où le dominé ne cesse de critiquer le dominant sans se donner les moyens critiques de se libérer de ce rapport dominant-dominé. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire l'entretien, mais non, mais c'est important aussi psychologiquement et intellectuellement, c'est-à-dire de se mettre dans une situation où on est dans la critique permanente du dominant et on finalement on se positionne comme le dominé innocenté parce que dominé, et le dominant coupable parce que dominant. Et on est dans ce rapport de force, et vous voyez ce discours qui systématiquement va se situer dans la binarité avec l'Occident et avec le dominant. Alors il est vrai aujourd'hui qu'on est dans un déplacement, c'est une évidence économique, c'est une évidence politique, on est dans un déplacement vers l'Est. C'est-à-dire que la relation ancienne Occident-Orient, Occident, Islam, tout ce est en train de changer, quelque chose est en train de changer profondément avec la multipolarisation, avec de nouveaux intervenants, et ça ne veut pas dire qu'on soit sorti de cette logique, c'est pas parce qu'on va plus à l'Est qu'on se libère davantage. On est aujourd'hui par rapport à la Chine, ou par rapport à l'Inde, ou par rapport à de nouveaux acteurs, exactement dans la même binarité, c'est-à-dire cette idée que nous sommes dans la domination et on l'entretient, parce qu'au fond, l'attitude du dominé, elle est toujours de se plaindre du fait d'être dominé, mais toujours avoir les circonstances atténuantes de ne rien avoir à proposer. Et aujourd'hui, si vous écoutez les discours, on est vraiment dans une vraie crise de la conscience, de cette conscience-là, de cet entretien-là. Et l'une des caractéristiques qui va être aujourd'hui dans la production de la pensée même musulmane, et qui dans l'ensemble des liens, je parle aussi du point de vue politique comme du point de vue économique, c'est l'hypertrophie de la règle par rapport à la question du sens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation dominée, vous êtes immédiatement dans une position où psychologiquement ou intellectuellement, vous êtes dans l'ordre de la protection. Qu'est-ce que je peux protéger de ce que je suis quand le dominant est en train de m'aliéner à ce qu'il est? Et vous avez l'appareil des règles. Et l'appareil des règles, ça va être le halal et le haram, qui est juste. La question n'est pas de dire qu'il y a du halal et du haram. Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Il y a du bon, il y a du licite et de l'illicite. La question n'est pas de dire qu'il y a du licite et de l'illicite. La question, c'est l'obsession de la règle aux dépens du sens de la règle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que... C'est déjà la fin. Il n'y a rien de... Ça, c'est la règle aussi. J'en perds mes lunettes, j'en perds mon ordre, mais enfin, je vais essayer d'aller... Donc, simplement, ça me paraît être un élément qui est une caractéristique de la conscience musulmane d'aujourd'hui, où systématiquement, on en vient à dire la règle, et même, par exemple, quand on parle d'économie, on va venir dire
qu'est-ce qui, dans notre conception de l'éthique en économie, va nous protéger de cet ordre-là, et on rappelle les règles, mais rappeler les règles dans l'ordre qui s'impose à vous va faire en sorte qu'on va même oublier l'objectif de la règle. Quel était l'objectif de la règle économique? Quel était l'objectif de la règle même sociale? On en oublie les objectifs et on vient avec une espèce de pensée fermée qui n'a aujourd'hui comme proposition que celle de se protéger du dominant. La troisième des caractéristiques, elle est aujourd'hui, mais je vous dis ceci parce que c'est à la fois individuel, collectif, national et international. La troisième des caractéristiques que l'on voit dans la crise de la conscience musulmane contemporaine, c'est cette idée qu'en face du dominant, le mieux que l'on ait à faire pour rester soi, c'est de se protéger, et le mieux que l'on ait à faire pour évoluer, c'est de s'adapter. Donc on est dans un double projet, se protéger quant à notre religion et s'adapter quant à l'ordre des choses. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Faire comme le système dominant, mais à partir de ce que l'on est. Donc un processus qui va être ce que l'on voit aujourd'hui dans l'économie, pouvoir montrer la preuve que l'islam aujourd'hui est compatible avec la démocratie, compatible avec l'économie capitaliste, c'est de faire comme l'économie capitaliste, avec la qualification islamique. Donc fait la même chose, mais ajoute islamique. La même rentabilité, la même productivité, la même ordre économique, mais islamique. Donc c'est l'islamisation par la règle des formes, mais jamais le questionnement par la substance du fond. C'est-à-dire, et ça, c'est une preuve d'un formidable complexe. Quelqu'un qui ne cherche qu'à s'adapter dit « on fait aussi bien que vous ». Mais on t'a pas demandé ça. On aimerait que tu fasses différemment. Enfin, j'ai rien compris sinon. Sinon, j'ai rien compris. Le but, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on voit les pays les plus riches, à partir de leurs références islamiques, n'ont qu'une seule chose comme projet, c'est de rentrer dans l'ordre économique et de montrer qu'ils font aussi bien que les États-Unis. Donc ils peuvent être autant exploiteurs par leur banque ou par leur État que le système américain. L'exemple, toutes les pétromonarchies, sans aucune exception. Aucune exception. Chaque fois qu'on a réussi économiquement, on a exploité autant que les autres. Islamiquement. Exploitation halal. Mais c'est fondamental de comprendre qu'on est dans une vraie crise. 1. Dominer. 2. La règle, sans le sens. 3. L'adaptation pour preuve de notre compétence. Et vous ajoutez à cela la quatrième caractéristique qu'on me donne pour les 2 dernières minutes que j'ai, et qui est la conclusion, et en même temps un élément important, c'est que si vous suivez ce qui se dit aujourd'hui au gré de ces révoltes populaires, c'est qu'il y a une chose qui était vraie, tous les peuples, sans exception, savaient ce qu'ils ne voulaient pas. Tous savaient, pas de corruption, pas de dictateur, plus de liberté, tout ça nous sommes d'accord. Quand on est dominé, on sait qu'on ne veut plus le dominant. Quand on est oppressé, on sait qu'on ne veut plus l'oppresseur. Quand on est dans la marge, on sait qu'on veut entrer dans le texte. Mais après, quand on est dans le texte, quelle est la force de proposition? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans la conscience musulmane contemporaine, est une force de proposition sur tout ce qui a été dit, sur le plan politique? Parce que, moi, faire comme c'est en Europe, ce n'est pas un projet que je vais proposer aux Africains, puisqu'on souffre en Europe de ne plus être consulté, de perdre chaque jour nos libertés, on aimerait qu'ils fassent la même chose? Non. Les mêmes principes démocratiques, mais avec de nouveaux modèles, avec de nouvelles perspectives, de nouvelles participations populaires, une nouvelle société civile, ça devrait être ça. Que va-t-il en être de l'économie? Aller à Davos et être très content? Un premier ministre islamiste parle à Davos. Welcome. Et on devrait être content. Parce qu'au bout du compte, c'est ça la réalité. Quand on vous accueille à Davos, vous êtes devenu civilisé, dans l'ordre de la civilisation. Comme me disait Aznar, dont le parti maintenant dirige l'Espagne, il dit qu'il n'y a qu'une seule civilisation. Tous les autres sont des barbares. Et la civilisation, c'est la nôtre. Donc vous n'avez le choix que d'entrer dans l'ordre de la civilisation, et l'une des portes, c'est la soumission à l'ordre économique dominant.
entrez soumis par cette porte, vous serez le bienvenu dans les bancs des civilisés. Cette question-là, pour moi, elle est simplement aujourd'hui la nôtre. D'ailleurs, on peut rester assis ici et faire la critique de l'Occident de ces temps où tout va mal, et puis de se réjouir. C'est facile comme de se mettre dans la position des dominés victimes. Quelle est la force de proposition? Quelle est la force de proposition? Et là, il y a des vraies questions, et je termine par cela. Elles sont de 4 ordres, et je les note simplement, je les mets comme ceci en tête de chapitre d'un livre à écrire. J'entends par livre un projet de vie à faire, un projet de vie à traduire. Le premier, il est la vraie force de proposition, c'est de questionner le sens de l'être et de la liberté. Parce qu'il n'y a pas que des oppressions politiques, il y a des oppressions économiques et il y a des oppressions culturelles. Quand on vous mange la tête, comme on vous torture le corps, eh bien vous êtes opprimé de la même façon. L'une fait moins mal, l'autre vous fait presque plaisir. Mais être colonisé avec du plaisir, être colonisé avec une espèce de prise de possession de votre être, de ce point de vue-là, ça demande à se poser la vraie question, mais qu'entend-on par liberté aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a la liberté de penser, c'est vrai qu'il y a la liberté de se mouvoir, et il ne faut pas se compromettre sur ses droits fondamentaux, mais la liberté d'être, qui pour moi est une vraie question, c'est là où nous devons poser la question du sens de l'être, du sens de qu'est-ce que c'est que ma liberté? Et ça veut dire, de ce point de vue-là, que vous ne pouvez pas continuer dans une société de consommation de la même façon si vous posez la vraie question de l'être. Dis-moi ce que tu consommes, je saurai quelle liberté est la tienne. Ça, c'est des questions de fond, c'est-à-dire des vraies questions sur la consommation, sur la liberté, sur... Dis-moi comment tu te positionnes par rapport à tout cet univers de la consommation. Et ça veut dire questionner les modes de vie, pas simplement les formes apparentes de nos règles halal ou haram, les vrais modes de vie. Ça, c'est une question. La deuxième des questions, c'est sur la question de la justice. Une vraie question fondamentale aujourd'hui sur qu'est-ce que l'on pose comme projet de justice, nord-sud, et ajouter à cela des questions d'équité. Aujourd'hui, on le sait, si le mode de vie qui nous est proposé, c'est l'américanisation de tout, ou l'européanisation de tout en termes de mode de vie, ça veut dire que nous sanctionnons clairement le fait que des millions d'hommes et de femmes vont mourir parce qu'on ne peut pas tous vivre de ce mode de vie. C'est un mode de vie qui gaspille, c'est un mode de vie qui détruit la nature. On ne peut pas être pour la justice, nous, en acceptant le même mode de vie. Donc il faut questionner nos modes de vie. Et nos modes de vie, ça veut dire nos consommations. Ça veut dire la façon dont, je ne sais pas moi, à partir d'un certain moment, il faut avoir une espèce de logique. On ne peut pas, à partir du Nord, vouloir la justice pour l'Afrique, et quand quelqu'un vient de l'Afrique et vous dit « ça fait bizarre quand même pour un frère d'Afrique venir parler aux frères d'Europe », mais la vraie question, elle est que l'humanité des Africains questionne l'inconscience des Européens, questionne l'inconscience de l'Occident en termes de consommation. Et ça, si on a une éthique, si on a compris quelque chose qui devait être une alternative, c'est là où, à mon sens, il devrait y avoir une force de proposition. C'est pas en allant à Davos dire qu'on fait comme tout le monde, c'est d'être partout pour dire qu'on fait différemment, qu'on essaye de faire différemment. Est-ce qu'il y a ce projet aujourd'hui? Grave crise, on ne l'a pas. Ça, c'est sur la question de la justice. Les deux autres éléments que je n'ai pas le temps d'étudier, mais que je veux juste citer, c'est sur la question, bien entendu, de la pauvreté et de l'éducation. Sur l'éducation, vous avez entendu une vraie force de proposition qui questionnerait l'éducation des peuples aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes ou dans les communautés. Vous avez entendu un vrai projet éducatif qui soit un projet qui fasse des citoyens et non pas des robots, qui fasse des gens qui soient libres et non pas des gens qui produisent, des gens qui questionnent le système et qui ne soient pas des rouages du système. Est-ce que vous avez cette éducation? Est-ce que votre rapport au divin, c'est de dire à quoi je sers dans ce système? Ou est-ce que c'est être au service du système? Et quand je dis système, ce n'est pas un mot péjoratif, c'est quel est mon rôle dans cette société? À quoi je sers dans tout ça? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma contribution critique, intellectuelle? Est-ce que je suis éduqué à la liberté de l'intelligence? Ou est-ce que je suis éduqué
au commun de l'intelligence, à répéter ce que les gens disent. Quel est mon rapport à cela? Et ça veut dire toute la question des médias, toute la question de la communication, à quoi nous sommes éduqués, à être libres, la question de l'éducation. Et la dernière des choses sur laquelle nous sommes complètement à côté du propos, où il n'y a aucune force de proposition, c'est la question de la nature. Parce que Michel Serres, il a raison, pour la première fois dans l'histoire, c'est plus l'homme par rapport à l'homme qui va questionner l'avenir, c'est l'homme par rapport à l'homme dans le contexte de la nature. Or, nous sommes des vice-gérants. Khulafa, ça vous a été donné comme vice-gérant. Vous n'êtes pas propriétaire de cette terre. Et vous devez la rendre aussi pure et aussi belle qu'elle vous a été donnée. Qu'en avez-vous fait? Eh bien, j'ai prié 5 fois par jour. J'ai nettoyé autour de mon lieu de prière. J'ai fait des mosquées. Quand on a compris que la terre entière est une mosquée, eh bien, on la préserve. Eh bien, on comprend qu'on a autre chose à faire que de critiquer l'Occident et de faire encore pire. Parce qu'aujourd'hui, même en Europe, ce que l'on voit chez certains musulmans, c'est qu'à l'intérieur du lieu de prière, c'est propre, et dès qu'ils sortent, ils salissent. Ils n'ont pas compris. Non. Ça vous est destiné à vous, donc c'est des applaudissements pour vous et contre vous. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, ce sont ces 4 dimensions-là qui me paraissent être... si vous voulez, en miroir de ce qu'on a entendu, je pense que plutôt que d'être satisfait de la critique qu'on a de l'ordre, il faut être humble dans la critique qu'on a de soi. Parce que s'il y a à questionner l'ordre, ça commence par le questionnement de soi. Au revoir. Merci de nous avoir complexe, une réalité plus contrastée et puis moins triomphale au vu des enjeux qui nous attendent tous et toutes. Alors je suis vraiment très frustrée à la mesure de la frustration de nos orateurs. On est vraiment pris par le temps. Je rappelle qu'à 9h15, tout le monde doit être dehors et qu'on n'a pas le temps de vous céder la parole. D'habitude, on ne me demande pas de modérer, parce qu'il paraît que je modère très mal en termes de temps. Il y a Sarah qui est en train de s'agiter. On a le temps pour 1 ou 2 questions ou pas du tout? Ok, 2 questions. Ouh là là, ça va être compliqué. Un homme, une femme. Moi, je vous laisse choisir. Je suis dans ma peau. Alors, des questions très brèves et des réponses très brèves, de la même manière. Donc, je voudrais m'adresser à Tarek Ramadan. Je vais essayer de faire le plus vite possible, mais ce n'est pas simple. Au début des révolutions, des mouvements populaires dans le monde arabe, vous avez qualifié les mouvements qui se déroulaient en Libye, vous avez qualifié ces pseudo-rebelles, je vais dire, de freedom fighters. Et ce terme de freedom fighters m'avait très interpellé parce qu'on a vu que dans les prochains jours, ils ont directement pris les points stratégiques pétrolières et ont signé un contrat avec le Qatar. Donc, les qualifier de Freedom Oil Fighters aurait été peut-être plus juste. Et vous avez aussi donc qualifié M. Kadhafi comme étant un dictateur, etc. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette analyse parce que, premièrement, la société libyenne ne vivait pas du tout comme la société tunisienne ou égyptienne, etc. parce qu'ils avaient un niveau de vie qui était le plus élevé d'Afrique, etc. Ils avaient des droits socio-éducatifs gratuits, des soins gratuits, etc. Et donc, ils avaient un modèle social tel que aucun pays européen ne peut se vanter d'avoir un modèle social comme celle qui était en Libye. Donc je pense que votre analyse était un peu erronée et que vous devriez rectifier le tir. On vous a bien choisi, vous. Est-ce que c'est un piège, cette question? Non, parce que on dit M. Kadhafi, oui, il a été au pouvoir pendant plus de 40 ans. Mais en Europe, qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? Ou en France? La France vit sous une dictature économique depuis 40 ans. Les têtes ont peut-être changé, mais le système reste le même.
Merci. On va passer à la deuxième question. Donc, question directement adressée à M. Ramadan. S'il vous plaît, faites l'effort de poser une question à nos deux autres orateurs, s'il vous plaît. Et Zoé ne veut pas, Samir ne veut pas. Voilà, encore une question pour M. Ramadan, mais pas de cette teneur. Non, s'il vous plaît, deuxième question. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Oui, madame? Ah oui, si. Ah, je ne voyais pas. Allez-y, mademoiselle. Voilà, bonsoir. Je suis très contente ce soir parce que je ne suis pas économiste et j'ai tout compris. Voilà. Ma question, c'est par rapport à la dette et à M. Abi. Donc, le CADTM se bat contre cette dette du tiers-monde et peut-être qu'il faudra se battre pour la dette aussi pour l'Europe. Je constate qu'il y a très peu de pays qui ont réussi à se débarrasser de la dette. Et s'ils l'ont fait, c'est très partiellement. L'exemple de l'Équateur, bon, c'est vraiment très partiel. Ma question est, on ne peut pas s'attendre à ce que les gouvernements s'occupent de ces dettes illégales qui ont été engrangées par des dictateurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Que peut faire le peuple, à part se mettre en association et revendiquer cette illégalité de cette dette? Merci. Quels sont les moyens? Merci beaucoup. Tariq, concernant notre délégation. Une minute, hein, oui. Une minute pour cette question. On ne fera pas un débat encore le mois de mai là-dessus, c'est terminé. Bien, écoutez, d'abord, merci de me poser cette question, parce que s'il y a un sujet sur lequel j'ai été bombardé de messages, ça a été la Libye et un certain nombre d'autres pays sur lesquels j'ai été critique. D'abord, première des choses, en commençant par la fin de votre argumentaire, ça n'est pas parce qu'en Europe, l'ordre économique a duré plus de 40 ans et qu'on le critique que ça justifierait qu'on soit d'accord avec un homme qui reste 40 ans au pouvoir sans partage, et que le mal des uns ne justifie pas le mal de l'autre. Donc votre justification sur l'Europe n'a rien à dire, peut-être que l'Europe n'a rien à dire, mais moi j'ai quand même à dire sur Kadhafi. Et ce que j'ai à dire sur cet homme, c'est que contrairement à ce que vous dites, on ne juge pas de la bonne gouvernance uniquement parce qu'une élite qui est autour du pouvoir ou qui est à la tête de l'organisation tribale peut être content du système. Ou alors vous ne devrez rien dire sur aucune des pétromonarchies, parce que quand on vous répond, quand vous critiquez l'ordre là-bas, on vous dit mais le peuple est content. Est-ce que le contentement de certains dans le peuple justifie l'ordre du dictateur? Or, Kadhafi, contrairement à ce que vous dites, était non seulement un dictateur qui avait soumis à la répression tous ses opposants, à la torture, à l'exécution sommaire, et ceci depuis 40 ans, et que ceci n'est absolument pas justifiable. Alors, je sais que l'homme avait une politique africaine qui était loin d'être stupide et loin d'être folle. Il était, de ce point de vue-là, beaucoup plus intelligent qu'il n'était fou comme on le représentait. Mais encore une fois, Nasser, de la même façon, a eu une politique internationale assez intelligente, mais l'homme était un dictateur. Il a exécuté sommairement tous ceux qui s'opposaient à lui sans partage. Vous justifiez ceci? Jamais je ne le ferai. Pour moi, Kadhafi est un dictateur, et j'étais contre son pouvoir, et je l'étais avant même que commence la révolution, et je l'étais même au moment, dans les années, à partir des années, dès qu'on a su assez vite qui il était et ce qu'il faisait. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, rien ne peut justifier pour moi de se positionner pour lui. Ceux qui se sont opposés à lui, et faites très très attention, la manipulation qu'il y a pu y avoir entre ceux qui se sont opposés à lui de façon sincère, comme des gens qui s'opposaient comme des freedom fighters. Et il y en a eu sur le terrain, qui étaient contre le dictateur et qui voulaient libérer leur pays. Ça, je suis du côté de cela. Quant à ceux qui ont été manipulés, au premier rang desquels certains dans le Conseil national de transition, sous l'auspice généreuse de Bernard-Henri Lévy, le libérateur de tous les peuples arabes, à l'exception de Palestine. Donc cet homme-là, et tous ceux qui étaient là, qui ont été manipulés, et qui ont effectivement, et ça moi j'ai pris position clairement par rapport à l'intervention de l'OTAN, en disant que ça n'était pas une intervention humanitaire, et ils se moquaient bien du sang des Libyens, ils n'en avaient que pour le pétrole. Mais là où vous devez faire acte de plus de nuance, parce que j'ai essayé de le faire,
j'ai essayé d'être très nuancé. Et malheureusement, les gens, c'est exactement ce que je disais au début, on m'écoute émotionnellement quand j'essaye d'être pointu dans mes prises de position. J'ai pris position pour tous ceux qui, dans le peuple libyen, s'opposaient au dictateur et voulaient l'autonomie du pays. Pas ceux qui ont collaboré avec l'Occident, pas ceux qui ont appelé à ce qu'ils viennent, pas ceux qui aujourd'hui sont instrumentalisés, pas ceux qui aujourd'hui font exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire signent des contrats avec les multinationales américaines et françaises et qui vendent à vil prix leur pays. Faites attention, être critique des uns ne veut pas dire critiquer tout le monde. Il y a eu des opposants sincères à Kadhafi qui ont payé par leur vie, qui ont payé par la torture. Avec cela, je suis. Mais jamais vous n'entendrez de ma bouche de pouvoir soutenir un homme, quelle que soit qui a été sa politique africaine, un homme qui a été dans la torture. Et vous savez, il était en collaboration, il avait la collaboration de multinationales françaises pour surveiller tous ses opposants. La France, par ses entreprises, a aidé le dictateur Kadhafi à surveiller ses opposants et donc à les torturer et donc à les faire exécuter. Ceci, ma critique, elle est extrêmement claire. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'on n'était pas pour l'intervention étrangère de la Libye qu'il faut finalement faire de Kadhafi un martyr qui était un homme qui a fait du bien à son pays. Et cela étant, vous m'aurez aussi entendu, et j'ai été critiqué par ceux qui ont été torturés là-bas, j'ai été contre la façon dont il a été exécuté et la façon indigne dont on a traité l'homme. Moi, je suis pour que l'on juge les gens, il fallait l'arrêter et le juger. Ce qu'on a fait de lui est indigne, mais ce qu'il a fait, lui, avant d'être indignement traité, était aussi indigne que la façon dont on l'a traité. Donc, devant l'indigne, je l'ai pas. Oui, peut-être... Quelle question? La question de madame? Non, la question de monsieur? Sur la question de la Libye, parce que c'est une question qui... D'abord une remarque. D'abord, ce qui s'est passé en Libye signe également la montée en puissance de la diplomatie arabe. Il ne faut pas oublier que c'est les pétromonarchies qui vont être à l'origine, c'est la Ligue arabe, et on sait qu'il y a derrière la Ligue arabe qui va demander la no-fly zone. Et le deuxième élément, ne tombons pas dans le piège des médias. Il ne faut pas polariser la question sur Kadhafi ou pas. Il était incontestablement un dictateur, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces autocrates arabes qui effectivement ont importé un certain niveau un État central qui répond aux besoins de la population, mais avec une remarque extrêmement importante, comme Saddam Hussein, sans aucun droit politique. Or, la nature humaine, c'est aussi des droits politiques. Plutôt que de poser la question sur pour ou contre Saddam Hussein ou pour ou contre Kadhafi, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est mettre la focale sur le peuple libyen, c'est mettre la focale sur le peuple irakien. Ces deux peuples sont aujourd'hui plus mal lotis qu'ils ne l'étaient à l'époque des dictatures. Si nous avions eu l'intelligence de ne pas nous positionner pour ou contre Kadhafi, et il était indiscutablement un dictateur, nous aurions pu poser la question: quelle est la route pour ces peuples-là vers la démocratie, vers une forme d'État moderne où on peut concilier à la fois la sécurité alimentaire, les soins de santé et la liberté politique. Je voudrais d'abord enchérir aussi sur les éléments des quand ce qu'on pense, la politique africaine de Kadhafi, il y a beaucoup de critiques aussi. J'en fais pas de suite critique la politique africaine de Kadhafi. Systématiquement, j'ai boycotté toutes les activités en Libye à cause justement, bien avant les débuts de la révolution libyenne, à cause justement de la politique africaine de Kadhafi. Kadhafi soutenait les dictateurs en Afrique. Et ça, c'est dans mon pays. Kadhafi a été fort, mais il va venir au pouvoir avec 500 morts. Avec 500 morts. Et comment je pouvais aller dans le pays de ce monsieur qui soutenait les dictateurs? Je ne pouvais jamais y accéder. En même temps, j'étais à la frontière libyenne, tuniso-libyenne, au début de la guerre, au début des bombardements. J'ai vu le tas de migrants de tous les pays du sud qui étaient en Libye, au camp de Choucha, à Rachtir, à la frontière libyenne. J'étais émerveillé par la capacité d'accueil libyenne des migrants. Ils travaillaient, ils vivaient. Et ces migrants étaient obligés de rentrer dans leur pays pour faire quoi? Pour devenir des délinquants, pour créer une insécurité globale totale. J'ai détesté ce camp de réfugiés parce que c'était le malheur humain, grandeur nature.
à cause de bombardements, à cause de politique. Donc je pense quand même que sur la Libye, on est très heureux qu'il n'y ait plus de dictateur, certes, mais ce qui serait mieux, c'est vraiment lutter pour plus de droits humains, de liberté partout, en fait. C'est fondamental. Sur la question de la dette, alors, disons qu'il peut y avoir des actions pour pouvoir se débarrasser plus grandement de la dette, sauf qu'on ne veut pas le prendre. C'est que, il faut d'abord se poser la question, pourquoi on crée une dette? On crée une dette parce qu'on n'a pas assez de ressources pour pouvoir mener des politiques, pour pouvoir mener des investissements dont on a besoin pour son pays. Où trouver ces ressources dont on a besoin pour développer ce pays? Dans un pays, on sait, les doigts de la main ne sont pas égaux, tout le monde n'est pas égaux. On a des gens qui en ont, on a d'autres qui n'en ont pas. D'où le rôle du politique, de l'État, comme bien pensant, c'est de pouvoir réguler en fait toutes les ressources qu'il y a dans le pays pour que ceux qui n'en ont pas pour profiter de ceux qui en ont un rôle de répartition sociale. Et il faut remarquer que depuis les années 70, ce rôle de répartition sociale de l'État a beaucoup failli. Parce que la plupart de nos gouvernants ont beaucoup plus fait des politiques à l'avantage de ceux qui en ont, contrairement à ceux qui n'en ont pas. Cette semaine a ici été marquée par une actualité très intéressante, le discours de l'État de la Nation de Obama aux États-Unis. Dans son discours de l'État de la Nation, il y a une partie très intéressante. Il dit, il rappelle ce que Warren Buffett, le très grand milliardaire Warren Buffett avait dit. Quand il y avait des négociations entre les républicains et les démocrates l'année passée sur la question de la dette des États-Unis, Warren Buffett a dit, mais pourquoi Obama accepte-t-il faire la politique des riches alors que moi je paie moins d'impôts que ma secrétaire? Vous imaginez ce milliardaire qui paie moins d'impôts que sa secrétaire? Et c'est cette politique que les États ont développée depuis les années 70, qui font qu'ils n'ont pas assez de ressources, donc ils sont obligés d'emprunter. Donc nous on dit, premièrement pour la dette, on demande à ce qu'on fasse un audit pour voir dans la dette que les États ont empruntée, quelle est la part légitime de cette dette et quelle est la part illégitime. La part légitime, c'est la part qui a vraiment été utile aux populations qui le payent. La part illégitime, c'est la part dont les populations n'ont pas du tout profité, mais qui a réussi, qui a permis d'enrichir quelques classes sociales dans les pays, par la corruption, par des projets mal financés qui n'ont pas profité, qui n'ont même pas été réalisés ou bien qui n'ont pas été rentables et autres. À part cela, nous demandons aussi beaucoup plus d'action sur les impôts et beaucoup plus de contrôle de ces impôts-là. C'est très important. On n'en parle pas assez, mais c'est d'où vient cette crise. Et ensuite, parlant de la communauté musulmane pour terminer, je voudrais insister sur quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, dans le Coran, quand je l'ai lu, et quand je l'ai dit chaque fois même d'ailleurs, c'est quand Dieu dit « Je déclare la guerre à ceux qui font le prêt par intérêt ». Vous savez, le plus grand verset du Coran, c'est le verset qui parle de la dette. Et bien avant même que Dieu vienne, ce verset, Dieu explique en fait tout le contexte qui entoure la dette. Et Dieu dit, je déclare la guerre à ceux qui font le prêt à intérêt. Je pense que tous les musulmans doivent y réfléchir profondément. Parce que l'exemple sur la dette nous vient d'où? Vous l'avez cité, l'Équateur, du Venezuela, de la Bolivie. Entre l'Argentine et une politique... Voilà, bon, donc, quand même, il faut reconnaître que depuis 10 ans, voilà, l'Argentine depuis 10 ans, l'Argentine refuse de payer sa dette. Il faut le reconnaître. L'Argentine a refusé de payer sa dette depuis 10 ans et l'Argentine se porte bien parce qu'il a refusé de payer sa dette. Donc, très bien, merci. Voilà, très rapidement, et peut-être pour pallier un petit peu à votre frustration, je vous informe que vous pourrez continuer notamment le débat avec Tariq qui sera en Belgique donc pour une petite tournée tout ce week-end. Il sera déjà demain après-midi à Liège, demain soir de nouveau à Bruxelles, dimanche après-midi à la mosquée de Liège. Donc j'ai pas le temps de donner les détails de toutes ces interventions. Je vous invite à aller sur son site www.tarikramadan.com ou le site du European Muslim Network www.euro-muslims.eu. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 4 mai, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien, meilleurs vœux pour un monde meilleur. Et nous vous donnons rendez-vous dans une demi-heure pour une conférence sur un tout autre registre, la spiritualité. Dans 20 minutes, pardon. Je vous rappelle aussi que l'ouvrage de Tariq Ramadan est en vente à 21h avec une séance de dédicace. Donc à 21h, séance de dédicace avec Tariq Ramadan. Merci à toutes et à tous de votre participation, de votre fidélité. Merci aux orateurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.